Dans Lady vous écoute aujourd'hui, un sujet qui va forcément vous intéresser, madame, monsieur, qui nous regardez, du moins nous l'espérons, la soumission en question. Vous avez déjà beaucoup de choses à nous dire. On a posé quelques questions avant que de traiter ce sujet sur la soumission, sur les questions, les questionnements qui sont les vôtres. On va les partager avec nos trois invités du jour que nous recevons ensemble. Nous commençons par vous, Leïla Chesseron. Vous avez publié sous votre nom de jeune fille, Leïla Souidi. Bonjour. Bonjour. Le livre s'intitule Amel et ses sœurs. On va longuement en parler dans cette émission. Merci d'être présente. Je rappelle que vous êtes auteur, écrivain et fonctionnaire. Voilà. Avec nous sur le plateau, juste à côté de moi, c'est Amel Boudbouz. Bonjour Amel. Bonjour. Vous êtes chef d'entreprise Amel. Merci d'avoir accepté de venir dans cette émission. Amel, dont il est question sur cet ouvrage, ça n'est pas vous. Peut-être, je ne sais pas. Non. À découvrir. Nous l'allons savoir tout à l'heure, comme dit la fable. Et puis, juste à vos côtés, merci d'être venu, Joël Mézelet. Bonjour, Joël. Bonjour. Vous êtes retraité, mais on ne se repose pas quand on est retraité, n'est-ce pas? Pas du tout. Alors, vous allez tout à l'heure avec Amel, non, avec Leïla, lire quelques extraits de cet ouvrage, mais je voudrais déjà vous mettre l'eau à la bouche. Alors, publié aux éditions Mélibé, c'est un livre qui traite de sujets comme on aime dans Lady vous écoute. Alors, juste le derrière. Les histoires de ce recueil, glanées au fil des ans, racontent un quotidien vécu par des femmes et refoulé au plus profond d'elles-mêmes, car ce n'est pas convenable, n'est-ce pas? Mais quand elles viennent dans Lady vous écoute, elles parlent d'une société où les relations familiales et sociales, au sens large, pèsent de tout leur poids sur l'existence des femmes et des hommes. On vous lira ce qui est écrit derrière au fur et à mesure. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire, Leïla? Ce qui m'a donné envie d'écrire, ben, si je veux vous dire, c'est d'abord, j'ai eu une petite fille en 2007 et je me suis dit que elle vit en France et je me suis dit que cette petite fille ne connaîtra jamais l'Algérie, ou du moins par des vacances au bord de mer, et que toute une histoire de l'Algérie, tout un vécu fait par les femmes algériennes est en train de disparaître parce que personne n'en parle. Donc, je suis d'une génération un peu particulière, dans le sens où, pas particulière, j'ai rien d'exceptionnel, bien sûr. Mais si, mais si. Non, mais dans le sens, j'ai connu la guerre d'Algérie, j'avais 10 ans à l'indépendance, et depuis l'indépendance, et j'ai connu toute cette période après l'indépendance jusqu'aux années 90. Je dis bien que ces nouvelles se passent sur cette période-là et non plus après la vague du terrorisme. C'est des histoires qui ont lieu entre l'indépendance et les années 90. Vous qui n'étiez pas là au moment de l'indépendance de l'Algérie, vous avez lu ce livre pourtant. Alors, est-ce que ce que vous en avez lu ne fait pas écho à des réalités d'aujourd'hui, néanmoins, et même en France? Alors si, les histoires dont parle Leïla, qui sont traitées, j'ai envie de dire malheureusement, elles sont intemporelles. Elle a très bien fait de spécifier, de dire que ça s'est passé avant la période du terrorisme, après l'indépendance. C'est des histoires qu'on entend encore aujourd'hui, malheureusement. Donc voilà, n'ayant pas vécu malheureusement cette période de l'indépendance, j'ai vécu moi-même aussi des situations dont elle parle dans le livre. Alors, vous nous direz lesquelles tout à l'heure. Je vous donne la parole, Joël. Plusieurs nouvelles dans cet ouvrage. Laquelle de ces nouvelles a le plus retenu votre attention? Je ne sais plus comment elle s'appelle, cette dame, quand elle va au cimetière sur la tombe de sa mère. Elle s'appelle, je vais vous le dire tout de suite, je crois qu'elle s'appelle... C'est une Farida au cimetière. Farida au cimetière. Et c'est une histoire terrible parce que c'est l'histoire d'une femme qui est seule, hein, et qui n'a pas de frère, qui n'a pas de mari, et qui est obligée de faire un certain nombre de démarches seule, et puis ça se passe mal. Voilà. Entre autres, se marier, faire un enterrement. Alors, un livre riche, un glossaire avec le sens des prénoms féminins des titres. Prenez des notes. Je sais bien que vous êtes ravis parfois de savoir des choses que vous ne saviez pas. Amel, on va commencer par celui-là. C'est un prénom qui signifie espoir. Shafia signifie qui guérit. Sherifa, noble, honnête. Dalila,
qui guide. Et si vous restez là jusqu'à la fin de l'émission, vous saurez la suite. Alors, parlons de ce que vous nous disiez. Qu'est-ce qui fait écho à votre réalité dans ce livre? Alors moi, je suis née en France, donc à Paris, et j'ai, pour des raisons professionnelles, dû aller vivre en Algérie. Donc j'ai vécu là-bas pendant des années. Et donc avec ma conception de femme, de féministe, enfin d'occidentale, on va dire, j'ai dû faire face à des choses qui pour moi ne devraient plus exister. Enfin, je pensais qu'on avait dépassé ces choses-là. Donc la première des choses quand on arrive dans un pays, par exemple, c'est de trouver un logement. Donc il faut avoir un toit sur la tête. Et donc ça a été extrêmement difficile de trouver un logement pour la bonne et simple raison que j'étais seule. Donc j'avais très peu de famille. Voilà. Donc il faut savoir qu'on ne loue pas très facilement un appartement à une femme seule. Pour toutes les raisons qu'on imagine, on a peur un petit peu, etc. Et donc j'ai mis quasiment 6 mois avant de trouver un appartement. Donc en ayant des contacts, en étant aidée. Avez-vous eu besoin de faire semblant que vous n'étiez pas seule pour en trouver un? Alors j'ai eu cette possibilité, mais je n'ai pas voulu, sciemment. J'ai pas besoin, en plus... Je veux pas simuler. Voilà, j'ai pas envie de simuler. En plus, j'ai un petit garçon, donc qui à l'époque avait 3 ans. Parce que donc, seul ne veut pas dire avec enfant, seul veut dire sans mari. Voilà, cela. sans mari. Oui. Et donc ensuite, quand je disais que j'avais un enfant, parce qu'il venait visiter avec moi les différents appartements, on me disait « Ah, donc vous êtes mariée ?» Je dis « Non, divorcée. » Et là, c'était, j'ai envie de dire, pire. Voilà, c'est pire. Pas encore marié et divorcé, c'est deux choses. C'est deux choses complètement, complètement différentes. Et du coup, voilà, j'ai pas voulu prendre cette option, pas envie de mentir. Et puis, pour moi, c'est pas du tout une tare, c'est pas du tout, quelque chose que j'avais envie de cacher. C'était une tranche de vie. Voilà, c'est une tranche de vie et c'est aussi assumer ses choix de femme, ses choix d'être humain, et montrer à la société qu'on peut être femme et totalement correcte. Voilà, et louer son appartement et puis c'est tout. Voilà, j'avais pas besoin de nier une réalité qui était là. Voilà. Alors, nous avons choisi de parler aussi de la soumission. Alors, pas seulement sous la forme où on pourrait l'attendre d'individu à individu, on va parler de manière institutionnelle aussi, parce que votre livre parle du poids de la société. C'est un peu ce que vous avez vécu d'une certaine manière. Alors, ce que je voulais dire, c'est que il y a plusieurs facteurs convergents pour la soumission des femmes. D'abord, personne n'est soumis naturellement, je pense. C'est l'environnement qui l'oblige à être soumis, quelle que soit son origine. Alors, le problème des femmes en Algérie, d'abord, c'est que un des premiers problèmes qui a toujours existé, qu'on a toujours nié, c'est qu'il y a un problème de logement. C'est pour ça que l'exemple de Damel est très intéressant. Là, vous avez une femme qui est cadre supérieur, qui a un bon salaire et qui a des difficultés à se loger. Le problème, c'est qu'en Algérie, il y a un problème énorme de logement, mais pour toute la société. Donc, pour la majorité des femmes qui divorcent, ou qui ne veulent plus, par exemple, parce que pour une raison ou pour une autre, elles veulent quitter leur mari, et admettons que tout se passe bien, la seule option, dans 90% des temps, des cas, c'est de retourner chez ses parents. C'est-à-dire qu'une femme seule a du mal, n'arrive pas à vivre seule. Pas parce qu'elle ne peut pas, mais parce que les conditions ne le permettent pas. Les conditions ne le permettent pas. Déjà, il y a un premier point, c'est le problème du logement. Deuxième point, évidemment, c'est le regard des autres. C'est-à-dire qu'une femme seule se retrouvera, si elle arrive à trouver, mettons, un logement, est toujours contrôlée par les voisins. Tout le monde va... De quoi ils se mêlent? De quoi ils se mêlent? Est-ce qu'elle a reçu quelqu'un? Est-ce qu'elle reçoit des hommes? Est-ce qu'elle ne reçoit pas des hommes? Et c'est un poids énorme. C'est-à-dire que par exemple, je donne un exemple, j'ai eu beaucoup de collègues dans les années 85-90 qui se mettaient à mettre le hijab à cause de ça. Parce que je crois qu'on a une photo, hein, c'est le voile. Hein. Oui, c'est le voile. Alors, on a quelques variantes. Voilà, on va regarder en gros plan pour mieux comprendre. Mais elles mettaient le voile pour être tranquilles, pour qu'on les laisse tranquilles dans la rue. C'est pas parce qu'elles étaient plus musulmanes que d'autres, c'était parce qu'elles se sentaient que là, elles avaient la tranquillité sociale. Au moins, on va les considérer comme étant des femmes comme il faut. Voilà, c'était des femmes comme il faut. Il y a aussi ça c'est un des premiers problèmes. Le deuxième problème, c'est qu'aussi on est soumis au père.
si vous voulez, du fait que moins de 10% des femmes travaillent en Algérie, il y a un énorme chômage, financièrement, on dépend de ses parents. Donc, je ne peux pas dire, demain, hop, j'en ai marre de mes parents, je me tire, même si j'ai 25 ans. Sauf si un mari vient vous en délivrer. Et voilà. Donc, on se marie, souvent Pas parce qu'on aime mal, son mari, mais parce que... souvent mal, pour des conditions, des raisons qui ne sont pas les raisons pour lesquelles on fonde un foyer. On doit se marier, et oui. qui fait que le mariage, dès le début, est biaisé, est faussé. On se marie pour être comme tout le monde, pour être tranquille, parce qu'on se marie, et voilà. Et en même temps, on se marie pas par amour ou parce qu'on a envie de vivre avec cette personne. On se marie souvent parce que c'est le seul moyen d'avoir aussi des relations sexuelles. Parce qu'il faut savoir que toute relation sexuelle, et c'est ce que j'ai essayé de montrer aussi dans mon livre en parlant des relations sexuelles, c'est que les relations sexuelles hors mariage sont quasiment inexistantes au point de vue social. Bien sûr, on va me dire « Oh, mais tu sais, ma cousine, elle a connu son copain. » Oui, il y a quelques cas. Mais dans l'ensemble, les relations sexuelles hors mariage n'existent pas en Algérie. Ce qui n'est pas plus mal pour l'intégrité de la femme, je veux dire. Oui. C'est une autre question. Nous avons posé des questions avant de faire cette émission. Ce qui n'est pas plus mal parce que faire l'objet, comment dirais-je, donner ses charmes à un tel et puis à un tel et puis à un tel et puis à un tel autre, finalement, au bilan, ça n'est pas toujours ce que chacune préfère, mais souvent c'est au bilan. Je voudrais vous donner la parole sur ce que vous venez d'entendre. Vous avez lu le livre, bien évidemment. Quel est votre commentaire sur ce qu'a vécu Amel en vrai et Amel du livre? Alors, en fait, ce que je remarque, c'est que, en discutant avec des gens d'Evry, c'est que ce sont des situations qui ont été exportées par la société algérienne qui se trouve en France. Donc, par exemple, les travailleurs sociaux ou les médecins qui ont lu ce livre disent « mais c'est ce que j'ai dans ma patientèle, par exemple ». Ils reconnaissent là le profil des patientes ou des personnes qui sont en contact avec eux. Ouais. C'est ça qui est frappant. C'est donc intemporel. Vous avez écrit, Leïla, un livre intemporel. Dans la communauté originaire d'Afrique du Nord. Toutes les femmes, d'une manière ou d'une autre, peuvent se retrouver confrontées à un de ces points-là. Je réponds bien. Moi, j'ai jamais été confrontée. Il faut peuvent. Mais peuvent être confrontées pour différentes raisons, parce que dans leur famille, c'est comme ça. Alors, nous allons continuer notre petit voyage des prénoms. On dit ici un tout petit peu comme ça, des choses qui vous font plaisir aussi. La victorieuse aussi, c'est ce prénom que vous voulez donner à votre enfant, se dit Fatiha. Et Farida, c'est l'unique. Fouzia, c'est celle qui réussit. Et Rania, c'est la riche, la généreuse. Alors, nous allons procéder à une petite tranche de lecture. Vous avez Leïla et Joël, un petit passage à nous lire. Même moi, je découvre, je ne sais pas ce que vous aviez choisi. Nous vous écoutons attentivement. C'est à vous, mesdames. Alors justement, l'héroïne s'appelle Rania. Bon, la généreuse donc. La généreuse. Mais la générosité finit par s'arrêter. Nous vous écoutons. Alors bien fort, les dames, s'il vous plaît. Rania marie son père. Rania ne pensait qu'à une chose. Depuis plusieurs mois, elle n'avait qu'une seule idée en tête, marier son père. À sa naissance, sa mère était morte et elle était restée orpheline avec son frère Abdelkader. Son père s'était alors remarié avec Tara Fatma, qui les avait élevés avec beaucoup de tendresse et était morte depuis 2 ans d'une bonne grippe qui avait dégénéré en bronchite. Elle n'avait pas eu d'enfant, bien qu'elle soit restée mariée à leur père pendant plus de 30 ans. Depuis ce moment-là, son père s'était installé dans la vie de Rania et elle ne le supportait plus. Elle ne voyait qu'une seule issue, le marier. Mais comment le marier? Où trouver une femme pour lui? Il était âgé de plus de 70 ans. Mais bien qu'ayant un âge certain, il disposait encore de toutes ses facultés mentales, était en parfaite santé, mangeait comme 4, n'avait aucune maladie et était l'homme le plus feignant. Non pas feignant, plutôt l'homme le plus machiste qui soit au monde. Non seulement il ne faisait rien dans la maison,
Mais même quand il allait aux toilettes, il fallait lui remplir son pot d'eau pour faire sa toilette intime. Il était incapable de le remplir au lavabo. C'est vrai que dans son appartement à elle, il n'y avait pas d'eau aux toilettes, mais enfin, il y avait de l'eau dans la salle de bain. Eh bien, il était incapable de remplir son pot tout seul, il fallait que quelqu'un le fasse. Il s'était installé chez elle depuis 6 mois, après être resté plus d'1 an chez son frère Abdelkader. Et l'univers de Rania s'était totalement assombri. Il se levait tous les jours, à 5 heures du matin, pour faire sa prière et tirer la chasse d'eau. Alors qu'elle lui avait dit combien de fois de ne pas le faire la nuit, car cela résonnait dans tout l'immeuble. Faisait ses ablutions à grand bruit et retournait se coucher après avoir dérangé toute la maisonnée. Évidemment, une fois sur 2, il ne trouvait pas son tapis de prière, donc il fallait qu'elle se lève pour le lui remettre. Mais il tenait à faire la prière de l'aube à l'heure recommandée, surtout depuis son pèlerinage. Il se relevait ensuite à 7 heures, tous les jours, qu'il pleuve ou qu'il vente. Alors, si vous êtes d'accord, je voudrais vous demander d'arrêter de donner envie à nos téléspectateurs de faire acquisition de ce livre que l'on peut trouver dans tous les commerces. Mais là, des histoires comme on aime, et moi j'aimerais bien donner quand même, c'est pour ça que depuis tout à l'heure je corne les pages, juste les titres des chapitres. On a une surprise pour Amel. On rappelle que Amel, c'est le titre du livre. Et puis il y a la lettre de Shafia. Je ne vous en dirai pas plus. Le drame de Sherifa. Si vous avez envie de savoir, la visite des enfants de Dalila. Et puis, il y en a d'autres. Fatia, la mère enfant. Farida, au cimetière. C'est ce que vous nous contiez tout à l'heure. Hein, la pauvre qui va enterrer son proche toute seule. Fouzia négocie son retour. Des histoires de femmes, des parcours qui vous ressemblent certainement. Le voyage en train de Kenza. Le souhait de Lalia. Myriam n'ira plus à la mare. Et j'en oublie. Amel, c'est vous, d'une certaine manière. Autre histoire oui. Encore. Alors, au-delà de l'histoire du logement, on parlait de soumission, c'était notre intitulé. D'aucuns nous attendaient seulement dans une relation d'homme à femme, mais c'est ambiant. Alors, c'est ambiant, effectivement. Après, moi, ce qui m'a aussi perturbée et surprise, c'est dans les relations professionnelles. Alors après, c'est pas... Voilà, exclusif forcément à l'Algérie, mais c'est vrai que c'est un petit peu plus prononcé, on va dire. Donc c'est pour ça que j'étais à moitié surprise, on va dire. Donc j'étais cadre supérieur et je devais diriger une équipe d'hommes. Ah, alors, sachant... Vous ne cherchez pas là. Voilà, exactement. Donc ça commençait assez mal. Une petite jeunette qui arrive qui arrive de France, de surcroît. Voilà. Donc ça aussi, ça posait problème. Qui arrive de France pour diriger des hommes, leur dire quoi faire. Forcément, eux savent mieux que les autres et mieux qu'une femme. Et donc ça posait souci. J'ai eu une fois une réflexion... donc d'un de ces hommes qui m'a dit « Moi, je n'ai aucun ordre à recevoir d'une femme ». Donc je le regardais droit dans les yeux et je lui ai dit « Écoute, tant que tu n'auras pas mon expérience et mes diplômes, je ne veux plus jamais entendre cette phrase. » Donc il fallait être assez ferme avec eux. Et plus on était ferme, et voilà, c'était un moyen d'instaurer... de se faire respecter. De se faire respecter, exactement. Et donc c'est à travers... il a fallu montrer patte blanche et faire ses preuves. Et c'est à travers toutes ces... tout ce travail, toute cette réussite-là que j'ai pu ensuite imposer ma présence en tant que femme, en tant que cadre supérieur, et puis donc, voilà, avec tout le bagage que je traînais, enfant, divorcée, etc. Donc, tout voilà. Pour plaire. Exactement. Sinon, ça aurait été trop facile. Et voilà, après, c'est pas drôle. Alors, je voudrais juste donner une petite anecdote. Amel est une très vieille amie et qui était adhérente de notre association. Et je l'avais un peu perdue de vue. Et on part à Alger, toutes les deux, et on va visiter un musée à Alger. Et on tombe sur elle par hasard. Tout à fait par hasard. Et ce que je voulais dire, mais que là, elle reprend, c'est que ce qui m'avait frappée ce jour-là, elle était quand même commissaire de l'exposition. Hein, c'était elle le commissaire. Car c'est votre métier, hein, soit dit en passant. Donc elle est organisatrice d'expositions culturelles. Essentiellement, moi, ce que j'ai vu, c'était des artistes contemporains algériens qui étaient exposés. Mais elle était toute seule installée. Il n'y avait personne, alors que ça devait être inauguré 1 heure plus tard. Où était-il passé? Ils s'étaient tous tirés.
Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est effectivement des conditions de travail très difficiles. On dit qu'elle est une femme, si elle est le chef, il faut qu'elle fasse tout par elle-même. Exactement, oui. Vous l'avez bien cherché, disait-il. Oui. Joël, alors vue de France, hein, parce que là on parle de ce qui se passe en Algérie, mais comme le disait si bien Amel, ça n'est pas qu'en Algérie. Il y a pourtant des histoires analogues, c'est à croire qu'il... Absolument, absolument. J'étais enseignante, j'étais professeure d'histoire en lycée, et j'ai vu une élève disparaître de la circulation parce que son père, passant dans la rue du lycée, l'a vue sur le trottoir en train de discuter avec un garçon. Elle était en terminale et le bac était 2 mois plus tard. Eh bien, il lui a interdit de sortir, elle était enfermée. Elle n'a pas été faire son examen? Pour finir, si, parce qu'elle a été très très soutenue par ses camarades, par sa sœur. Oui, finalement, elle a pu se libérer. Elle est étudiée dans une autre université que la nôtre pour échapper justement à cette situation. Mais c'est sa sœur qui est tombée ensuite sous la coupe des parents. Enfin, ça rebondit. Alors, je citerai aussi que quand j'étais donc dans cette association, j'ai quand même été appelée au secours par une principale de collège. C'était un collège professionnel. Et donc, il y avait une jeune fille qui n'était pas majeure, qui avait moins de... qui était en 3e, que son père venait de kidnapper et qu'il avait ramenée de force à El Oued. Et depuis, les dernières nouvelles que j'avais, elle était à El Oued. Et comme il était malin, il savait qu'à 16 ans, on peut opter pour la nationalité. Et donc, il l'a fait 3 ou 4 mois avant qu'elle ait 16 ans. Et il l'a emmenée en Algérie, il l'a mariée dans l'année, alors que la loi algérienne interdit l'âge à ce mariage. Mais ce qu'ils utilisaient beaucoup à un moment donné, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais à un moment donné, c'est le mariage religieux sans passer par l'état civil. Ils l'ont mariée religieusement et elle était mariée alors qu'elle avait à peine 16 ans. Oui. Enfin, depuis, ça a été interdit justement à cause de toutes ces dérives. Voilà. Avant de passer devant un imam, maintenant... Voilà. Il faut passer par la mairie, exactement. Voilà. Mais ça s'est passé récemment, quoi. C'est il y a 4-5 ans encore. D'autres chapitres encore. Mounia au tribunal. Nabila attend l'absent. Qui est l'absent? C'est un monsieur, c'est un mari qui ne vient pas. Nadia et Hakim vont à la plage. Alors ça a l'air joli comme ça, mais parfois il y a des histoires douloureuses. Hein. Le printemps de Rabea, le deuil de Safia, Sakima doit partir. Et puis chacune met son prénom, hein, madame. Et puis vous aurez un chapitre de votre vie pratiquement écrit dans ce livre. Vous nous disiez que vous aviez eu du mal à trouver un éditeur. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on vous a dit? Parce que les histoires que vous racontez, là, les nouvelles-là, n'intéressent pas les éditeurs. Les éditeurs ont pensé que cela n'intéresse personne. Je voudrais vous dire que j'ai au moins eu une réponse. Je n'ai même pas eu de réponse. Vous savez, vous éditez, vous faites un manuscrit, vous le reliez comme vous pouvez, sachant qu'évidemment, je ne suis pas une professionnelle de l'écriture. Hein. Et puis, vous envoyez aux maisons d'édition dont vous trouvez l'adresse. J'ai eu 2 ou 3 réponses. J'ai eu réponse d'Actes Sud qui me disait, vous savez, on a enregistré votre manuscrit en sachant que nous recevons 500 manuscrits par mois. Ensuite, j'ai eu d'autres qui m'ont juste accusé réception de mon manuscrit, mais sans plus. Mais je n'ai pas de retour. En fait, le problème, c'est que on n'a pas de retour. On envoie et puis... c'est la bouteille à la mer. C'est la bouteille à la mer, tout à fait. À travers cette série de personnages féminins, l'auteur a voulu faire apparaître une façon de vivre. Ces femmes ont tous les âges. Elles sont célibataires, femmes au foyer, veuves ou divorcées, mais toutes sont prises dans un étau entre des aspirations vagues et un quotidien souvent tracé d'avance. Toutes les formes de violence coexistent, menaces, violences verbales et physiques, peur de rester vieille fille, peur de la stérilité, peur de l'autre. C'est vraiment un condensé, une anthologie de la vie des femmes, si je dois m'exprimer ainsi. Nous allons bientôt terminer cette émission. Quel message voudriez-vous chacune faire passer auprès de nos téléspectateurs? Chacune a quelque chose à vouloir faire passer. Eh bien, que c'est un livre d'abord qui est agréable à lire. Il y a un style qui colle très bien avec les histoires racontées ou les anecdotes. Et
dans la mesure où c'est encore en grande partie actuel, ces phénomènes d'effacement de la femme, c'est bon de savoir qu'une partie de la population française est à cheval sur ces situations, tradition algérienne et puis l'aspiration à l'égalité en France. Amel. Alors moi, ce que j'aimerais dire, c'est que le livre a été inspiré donc, par des récits de vie de femmes algériennes. Mais enfin, moi, comme ça, d'entrée de jeu, je pense à... J'ai pas mal d'amis qui ont vécu les mêmes choses, qui ne sont pas forcément algériennes. Donc, comme on le disait tout à l'heure, c'est intemporel, parce que ça arrive encore aujourd'hui. Et je trouve que ce livre est comme un hymne à la femme forte, la mère, la femme adulte, la femme enfant, donc, comme on a vu un petit peu dans les titres. Donc voilà, c'est vraiment un hymne à la femme. Et merci Leïla pour ce beau livre. Un mot pour finir, ce sera le vôtre. Mais un mot car c'est fini, me dit-on en régie. Ah, je compte en écrire un autre parce que j'ai encore plein d'histoires. D'abord, il n'est pas terminé. Amel aura encore plein de petites sœurs ou de petits frères, puisque je compte aussi en raconter d'autres. Merci beaucoup à toutes les trois d'avoir accepté de venir nous parler de cela. Nous espérons que vous avez eu envie de lire cet ouvrage, Amel et ses sœurs, aux éditions Mélib, et chez tous les bons libraires, tout simplement. Au revoir.